ça rassure. Ce 4e épisode nous plonge dans l'histoire, le présent et le futur de l'assurance liée au transport et aux mobilités. Garance, documentariste, se passionne de plus en plus sur les faits historiques et sur un sujet qu'elle vient de découvrir, le rôle de l'assurance. Elle est en compagnie de Léa, sa scénariste préférée. Elle regarde un récent documentaire, Anatomie d'un naufrage. Comment le plus beau navire de tous les temps a-t-il pu couler en 1912 dans l'Atlantique Nord, causant la mort de plus de 1500 personnes? Les 3 précédents documentaires, l'assurance incendie, l'assurance vie et l'assurance vol, réalisés par Garance, ont une conséquence. Elle a désormais un réflexe, une sorte de réaction. Elle se met à penser. Mais au fait, ce navire était-il assuré? Et les personnes à l'intérieur? Je le tiens, mon nouveau sujet. Attends Léa, je regarde un truc. Elle cherche et trouve que l'indemnisation totale fut très faible, car le navire était sous-assuré. Tout s'enclenche. Elle veut à présent en savoir plus sur l'assurance de ce type de transport et de tous les transports. Comme à chaque fois, Henri est sa boussole, son guide. Bonjour Henri, c'est Garance. Est-ce que je te dérange? Salut Garance. T'es peut-être encore à l'agence? Oui, en effet, je suis encore à l'agence. J'ai un rendez-vous dans 5 minutes avec un de mes assurés qui vient de subir un incendie. Mais je peux te l'envoyer maintenant. T'es une pro depuis ton dernier documentaire. J'en connais un rayon sur l'assurance incendie, tu sais. Bon, blague à part, je souhaite me lancer sur les assurances liées au transport. Les bateaux, les voitures, les trains. D'accord. Je viens de voir un super documentaire sur le naufrage du Titanic. Passionnant. Ah ouais? Je me demande comment le navire était assuré. Apparemment, pas suffisamment. Je te vois venir, Garance. J'ai l'habitude maintenant. Tu vas me dire, Henri, depuis quand existe l'assurance transport? Eh bien, je vais te répondre, depuis que le monde fait du commerce, et surtout du commerce maritime, évidemment. C'est-à-dire tout simplement depuis l'Antiquité. En mer, par exemple, il y avait une telle accumulation de désastres entre les naufrages de bateaux, les captures par les pirates. C'est à partir de là que l'on a trouvé les premières formes d'assurance. Tiens, rappelle-toi, pour ton dernier documentaire, tu as eu Cyril Piatekhi, un expert de l'économie. C'est lui qu'il te faut, il connaît bien ces techniques. Comme d'habitude, Garance, sorte de Tintin des temps modernes, se lance dans l'aventure. Elle décide tout de suite du sujet de son 4e documentaire. Bien sûr, elle suit les conseils d'Henri et appelle le fameux professeur Piatekhi. Bonjour Cyril, je vous dérange pas? Vous m'aviez dit que je pouvais vous solliciter à nouveau. Bonjour Garance, je suis toujours enchanté de répondre à vos questions. Bon, tant mieux. Je me suis lancée dans une nouvelle aventure, Cyril. Je viens de voir un super documentaire sur le naufrage du Titanic. Alors, actuellement, je travaille sur les assurances transport et je voulais savoir comment sont nées les premières formes d'assurance. Voyez-vous Garance, une des techniques les plus anciennes que l'on connaisse apparaît à Babylone dans le fameux code d'Hammurabi qui date d'environ 1750 avant Jésus-Christ et qui sera appelé prêt à la grosse aventure ou plus simplement prêt à la grosse. Le système est le suivant. Un marchand fait appel à des banquiers pour financer une expédition, qu'elle soit maritime ou terrestre. Si sa marchandise est perdue, il ne rembourse pas le prêt, quelle que soit la cause de la perte. En contrepartie, si l'expédition arrive à bon port, la somme empruntée doit être remboursée, augmenter les intérêts dus. Ces modes de répartition des risques, qui ne sont pas de même nature que l'assurance à proprement dit, ont aussi été exploités par les guildes de la Hanse. Il s'agissait d'associations de marchands qui s'occupaient du commerce maritime du nord de l'Europe. Ok. Et comment cela a-t-il évolué par la suite? Pour répondre à votre question, il faut se tourner vers l'une des 5 républiques maritimes qui se sont formées en Italie au début du Moyen-Âge. L'une d'elles, Amalfi, a été pillée par la République de Pise en 1137. Dans le butin, il découvre les recueils juridiques de Justinien, empereur de Byzance. Les lois d'Amalfi prévoyaient entre autres que les marins sont entièrement sous l'autorité du capitaine et qu'ils doivent partager les bénéfices avec le capitaine et l'armateur. Mais en cas de perte du navire, s'ils survivent, ils doivent toucher une rémunération. S'ils sont blessés, on doit les guérir. S'ils sont volés, on doit prendre sur les bénéfices pour les rembourser. S'ils sont pris par les pirates, on doit leur réserver leur part et prendre sur les bénéfices pour les racheter. Tout ceci coûte cher à l'armateur et au capitaine. Ça semble compliqué de garantir tous ces risques. En effet, pour garantir tous ces risques, il va falloir les mutualiser. C'est ce qu'a fait Venise, la première de toutes les républiques maritimes, en créant en 1063 les premières assurances modernes. Elle reprend l'idée du code de l'île de Rhodes de mutualisation. Les marchands dont les bateaux rentrent au port en pleine charge dédommagent ceux dont la cargaison s'est perdue grâce à la création et l'alimentation de fonds
ayant pour objectif de dédommager les expéditions maritimes qui ne rentrent pas au port. Est-ce qu'on peut considérer que par cette technique est née l'assurance maritime ? L'assurance maritime moderne, précurseur de toutes les autres formes d'assurance, à l'exception de l'assurance vie qui existe déjà chez les Romains, est certainement née entre la fin du XIIe siècle et le début du XIVe, sans que l'on puisse savoir exactement quand et chez quel brillant esprit. C'est vraisemblablement une invention collective. À la fin du Moyen-Âge, on dénombre 8 types d'assurance, dont une qui est la lettre de garantie, dont l'idée est la plus proche de l'assurance moderne, car elle implique que l'assurance est pratiquée par une tierce personne étrangère au contrat. Ah, d'accord. Je comprends. Je vous remercie, Cyril, pour toutes ces informations. Je vous en prie, Garance. À très bientôt. Garance continue son enquête. Sur son moteur de recherche, elle clique sur un lien sérieux et part en Italie, à Gênes, au Moyen-Âge. Plusieurs types de contrats d'assurance ont été retrouvés. Certaines avec des exclusions précises ou à l'inverse une liste des risques assurés. Des exclusions... Ah oui, des circonstances qui ne sont pas garanties par les contrats. Alors, plusieurs législations ont vu le jour dans plusieurs pays. Les rôles d'Oléron en 1266, les ordonnances de Barcelone en 1484, applicables partout dans la Méditerranée, le guidon de la mer au XIVe siècle à Rouen, et la grande ordonnance de la marine de Colbert en 1681 qui traite des assurances. En Angleterre, le marché de l'assurance se structure assez vite autour des Lloyds. Les Lloyds, qu'est-ce que c'est que ça ? Tiens, je vais rappeler Charlotte Broussy qui enseigne à l'université. Je suis sûre qu'elle connaît bien cette période. Bonjour Charlotte, comment allez-vous ? Bonjour Garance, très bien et vous ? J'espère que je vous dérange pas. Non, vous ne me dérangez pas du tout. Bon, je me lance maintenant sur les assurances et le transport. J'ai vu pas mal de choses que j'ai notées pour mon documentaire, mais j'ai besoin de vos lumières. Je veux pas vous déranger longtemps, mais en Angleterre, il est question des Lloyds. De quoi s'agit-il au juste ? Ah, les Lloyds. Une grande histoire en effet. Il faut savoir qu'au XVIIe siècle, les affaires se font dans les cafés, dans les tavernes. Les négociants s'y retrouvent pour jouer et aussi pour faire des affaires. On a là l'origine de ce qu'on appelle les bourses d'assurance. On en trouve surtout en Angleterre et aux Pays-Bas, dans les villes tournées vers la mer. En Angleterre, il y avait un café situé au cœur de Londres, sur Tower Street, qui va avoir un destin particulier, celui de devenir la place de l'assurance dans le monde. C'est le café d'Edward Lloyd où se rencontrent les professionnels de la finance et de l'assurance maritime de l'époque. Café, taverne ? Mais quel rapport avec l'assurance ? En fait, en 1662, Edward Lloyd a créé dans son café une feuille qui donne régulièrement l'état du trafic maritime et puis il la supprime pour écrire tous les jours les mêmes informations sur un grand tableau noir. Pour ceux qui pratiquent l'assurance, la taverne devient the place to be. Ensuite, elle déménage en plein cœur de la City 20 ans plus tard, avec des boxes séparées pour les négociants. En 1686, les Lloyds sont véritablement créés puis reconnus par Charte royale de 1720. Le principe des Lloyds est simple. Une mutualité de personnes, d'assureurs, on les appelle les names, et ces names se partagent le risque qu'un marchand leur propose de garantir. Ce système fonctionne encore de nos jours. Et sur les routes, ça se passe comment ? L'assurance transport est avant tout maritime, mais bien évidemment, elle a suivi le progrès des transports sur route. On voit d'abord apparaître des assurances qui couvrent des accidents de diligence, de voitures à chevaux. Il s'agit d'assurances de responsabilité des conducteurs. Ces assurances, ancêtres de celles que nous connaissons aujourd'hui, ont commencé à se pratiquer à partir de 1825 avec la création de la compagnie L'Automédon. Cette compagnie aurait été inspirée par une ordonnance du préfet de police du 23 août 1821, ordonnance qui impose au cocher de Paris une taxe quotidienne de 20 centimes pour financer un fonds d'indemnité pour dommages causés aux tiers. En complément de cette réglementation, la compagnie d'assurance autoproclamée se propose de couvrir les risques d'accidents causés par les voitures à chevaux. Et ensuite ? Ensuite, en 1829, une autre compagnie, la Parisienne, est créée pour assurer à son tour de tels risques. Un an après, en 1830, c'est au tour de la compagnie La Seine d'arriver sur le marché sans chercher le soutien de l'État. Ces assureurs parisiens couvrent par strates successives les dommages causés par les conducteurs de voitures aux biens des propriétaires, puis les dommages aux biens et toute autre espèce de préjudice causé à des tiers. L'âge d'or de telles compagnies d'assurance de responsabilité civile n'est pourtant initié qu'à partir des années 1850, lorsqu'on est bien sûr que ces assurances soient autorisées. Puis est arrivée l'automobile. Sur la route, le risque d'accident est accru en raison de la vitesse liée à l'arrivée de la voiture automobile. Les premières vraies automobiles datent de la fin du 19e siècle, vers les années 1890.
Le premier accident de circulation est un sinistre automobile survenu à Londres le 17 août 1896. C'est la première mort d'un piéton. Dès lors, l'assurance allait se trouver un nouveau marché compte tenu de l'accroissement continu du parc automobile. En 1899, il y avait 1672 voitures automobiles en France. En 1913, il y en avait près de 91 000. Et avec elle apparaît la violence routière. Je me pose une question, Charlotte. Pourquoi l'assurance auto est-elle obligatoire aujourd'hui ? La civilisation de la voiture a entraîné l'augmentation du nombre d'accidents et a favorisé l'assurance. En 1946, il y avait 1 million de véhicules. En 1975, il y en avait 15,3 millions. En 1951, les pouvoirs publics ont créé le Fonds de garantie automobile. En 1957, on a relevé plus de 10 000 tués sur les routes. En 1958, l'assurance automobile est alors devenue obligatoire. Plus exactement, l'assurance des véhicules terrestres à moteur est devenue obligatoire. L'objectif était de faciliter la réparation des dommages en imposant à tous les conducteurs de s'assurer. Il sera donc plus facile de mettre en cause la responsabilité des conducteurs. En 1985, la loi Badinter parachève le dispositif en prévoyant notamment que l'assurance de responsabilité civile du conducteur impliqué dans l'accident prend en charge les dégâts et garantit une indemnisation à 100% des victimes, surtout piétonnes, et qu'elle fonctionne même en cas de force majeure ou du fait d'un tiers. C'est une véritable loi d'indemnisation des victimes. J'ai ma nouvelle trottinette devant moi. C'est vraiment génial pour les distances courtes. Grâce à mes enquêtes, j'ai compris qu'il fallait vraiment respecter toutes les règles. Et je sais que l'assurance est devenue obligatoire. En effet, pour une meilleure indemnisation, la notion de véhicule terrestre à moteur se comprend de manière très large. Elle est étendue au fil du temps, au fil des accidents, aux engins de chantier, aux engins agricoles, aux chariots élévateurs, aux tondeuses autoportées, même aux fauteuils roulants électriques et scooters électriques circulant à plus de 6 km/h. Il en est de même aujourd'hui pour les trottinettes électriques dont la vitesse est aussi supérieure à 6 km/h. Et en effet, tous ces engins sont soumis à l'obligation légale d'assurance routière, c'est-à-dire à la responsabilité civile. L'assurance dommage, elle, n'est pas obligatoire. Merci Charlotte. Comme d'habitude, vous êtes très précise. J'ai vraiment tout compris. Il faudra que je vous envoie mes précédents documentaires. Avec plaisir, à bientôt. À bientôt. La voiture est source d'accidents, bien sûr. Mais Garance enquête sur les autres moyens de transport. Avec la révolution industrielle et la machine à vapeur, au début du 19e siècle est apparue une nouvelle forme de locomotion, le train. Tiens, une pub sur la sécurité routière. C'est pas un hasard. Merci, Cookies. Not too fast. I'm sorry. En Angleterre, une institution pour indemniser les personnes victimes d'accidents sur les chemins de fer a été autorisée dès 1849 à Londres. C'est la Railway Passengers Insurance Company. Tiens, en France, des accidents retentissants vont pousser au développement des assurances. Celui de la gare de Meudon en 1842 et celui de la gare Montparnasse en 1895 sont des exemples célèbres. L'accident de la gare Montparnasse, du train Granville-Paris, a été photographié. Lancé à 40 km/h, le train a transpercé la façade de la gare parisienne pour venir terminer sa course dehors sur la place de Rennes. Il ne fera qu'une seule victime, une marchande de journaux tenant un kiosque sur la rue de la gare. Après ce drame, la compagnie de chemin de fer a fourni les fonds nécessaires pour ses obsèques et la charge financière de ses 2 enfants. Elle a aussi promis de les employer quand leur éducation sera achevée. Enfin, elle a payé au conjoint de la victime une somme de 641 francs 75 pour lui permettre de régler les dettes de la famille. Allô ? Salut Garance, tu vas bien ? Je viens aux nouvelles pour ton nouveau documentaire. Ça va Henri, j'ai eu Charlotte et Cyril pour mon enquête. Super. Ah, parfait. Mais on peut dire que tu es l'homme qui tombe à pic. On peut pas dire que je sois un cascadeur. Bon allez, je rigole, dis-moi. Écoute Henri, en voyant tous ces accidents de transport, ces dégâts, ces morts, ces vies brisées, j'ai l'impression que les moyens de transport entraînent des risques de plus en plus importants. L'assurance est-elle capable de faire face à de tels montants ? C'est pas faux, Garance. Je dirais même mieux, c'est vrai. Mais tu sais maintenant que sans ce fameux principe de mutualisation qui permet de répartir solidairement les risques, on ne pourrait pas arriver à prendre en charge de tels accidents, de tels sinistres. Ah bon ? Ce serait juste impossible. Tiens, je te donne un exemple d'accident parmi les plus spectaculaires en 1976, dans l'est de la France. C'est la collision entre un train de marchandises et une auto.
Cet accident, il n'a heureusement pas fait de victime. Mais c'est l'un des accidents routiers qui a coûté le plus cher à un assureur. Pourquoi ? Tiens-toi bien. Le train a percuté la voiture. Des wagons sont tombés dans un canal, endommageant au passage un ouvrage d'art. Cet accident, c'est un vrai cas d'école, compte tenu de l'enchaînement des indemnisations, à savoir 4 millions de francs pour la locomotive, 21 wagons à 150 000 francs l'unité, plus les marchandises transportées par le train. Mais attends, à cela se sont ajoutés les frais annexes. Dégagement du train, repêchage des wagons tombés dans le canal, réfection de la voie ferrée, du pont endommagé, l'arrêt de la navigation sur le canal, détournement de la ligne de chemin de fer, qui était l'un des axes majeurs de la SNCF. Ah oui ? Et alors, attends, même une association de pêche à la ligne du canal s'est portée partie civile pour obtenir des dommages et intérêts à hauteur de 2000 francs pour la mort de 100 kilos de poissons du fait des denrées alimentaires tombées dans l'eau. Waouh, c'est énorme toutes ces conséquences en chaîne. Tout ça pour une simple collision ? Ça a coûté combien ? En gros, en accumulant tous les dommages, c'est environ 3 milliards de francs. Même en francs, c'est énorme pour l'époque. D'ailleurs, la mutuelle a refusé de dramatiser l'affaire, mais elle a dû faire un rappel de cotisation à ses adhérents, c'est-à-dire leur demander une prime supplémentaire pour l'année. Là, tu vois, le principe de la mutualisation est bien visible. Garance commence à construire son documentaire, à bien le structurer. Mais elle constate qu'il lui manque quand même des éléments. Le transport en avion. Les premiers avions datent approximativement de la fin du 19e, début du 20e siècle. Pendant la Première Guerre mondiale, ils sont apparus sur des champs de bataille. Et c'est autour des années 1920 que l'on commence à s'intéresser à l'assurance aviation. Garance va envoyer un mail au père de son ami Axel. C'est un assureur pour les assureurs. Un réassureur. Même si l'histoire des garanties aviation est plus récente par rapport aux autres types d'assurance, elle veut savoir comment ça marche. Garance lit le mail qu'elle est en train de rédiger. Objet de la part d'Axel. Bonjour monsieur, je fais un documentaire sur les différents modes de transport. Je suis en ce moment sur le transport par avion. Pouvez-vous m'éclairer sur les assurances relatives aux accidents d'avion et comment cela se passe-t-il ? Merci d'avance. Vous pouvez m'appeler ou me répondre simplement par mail. Garance commence à bien comprendre les principes de l'assurance, les risques, les aléas, les sinistres, la mutualisation et le rôle important de ce secteur. Elle n'imaginait pas, au début de sa première enquête, où ces sujets allaient l'emmener. Elle découvre le rôle de l'assurance, un rôle économique mais aussi sociétal. Elle se met à regarder un des passages du fameux documentaire sur le Titanic. Minuit 20, 40 minutes seulement après la collision. L'étrave du navire n'est plus qu'à 3 mètres au-dessus de l'eau. Le navire a déjà embarqué plus de 8000 tonnes d'eau. On met à la mer les 2 premières embarcations de sauvetage. Tiens, j'ai déjà une réponse. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? J'espère que ça va pas être trop compliqué. Bonjour Garance, patati patata. Bon, passons à sa réponse. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Je ne suis pas historien, mais je peux vous dire que dans les années 1920 à Paris, des pourparlers ont commencé sur la souveraineté des États et sur la responsabilité des parties dans le transport aérien. À ce moment-là, un comité technique d'experts juridiques internationaux est créé et les travaux aboutissent à la fameuse convention de Varsovie en 1929. Les contrats d'assurance peuvent dès lors couvrir les vols internationaux dans des termes communs aux pays survolés et fixent des limites de garantie. En assurance aviation, les garanties les plus couramment souscrites couvrent les risques de la coque des avions et ceux de la responsabilité civile à l'égard des passagers et des tiers. Est-ce que les catastrophes aériennes sont assurables ? C'est la question que vous me posez. Salut Léa ! Oui, ça va. Écoute, je finis juste un truc et je te rappelle après, ok ? Bye. Alors, où j'en étais ? Ah oui, voilà. Le risque aviation est très important en regard des volumes de risques à assurer. Compte tenu de l'ampleur des montants des sinistres, aucun assureur ne peut garantir à lui seul le risque lié à une catastrophe aérienne. Les réassureurs interviennent. Le caractère catastrophique de l'assurance aviation peut être mesuré au nombre de pertes financières qui ont coûté des centaines de millions de dollars aux assureurs. Exemple, les crashs des Boeing 737 MAX en 2018 et 2019. Les réassureurs ont versé pour la perte des appareils, pour les victimes, ainsi que pour les pertes générées par l'immobilisation des avions, des montants qui se chiffrent en milliards de dollars. Pour la première catastrophe aérienne, c'est le Hindenburg, à mon avis,
Ce n'était pas un avion, mais un dirigeable avec passagers qui traversait l'Atlantique entre l'Allemagne et les États-Unis. Ce célèbre dirigeable, qui apparaît dans le film Indiana Jones et la dernière croisade, fut détruit par un incendie lors d'un atterrissage en 1937 dans le New Jersey, entraînant plus d'une trentaine de morts. Il était assuré par l'assureur Allianz. Garance fait un copier-coller des informations données. Elle coupe la vidéo du documentaire et se décide de sortir. En trottinette. Bon, après toutes ces catastrophes, je vais aller me changer les idées. Garance est près du but. Elle a structuré tous les éléments relatifs aux assurances, des moyens de transport, dont les nouveaux outils de mobilité, comme sa trottinette. Le lendemain, elle se décide d'appeler Bertrand, un professionnel qui écrit sur l'avenir de l'assurance. Elle a réussi à le joindre. Elle est au téléphone. Merci Bertrand. Je termine mes recherches sur l'assurance transport. J'ai une question. J'ai constaté que les récents accidents de transport coûtaient, bien sûr, des vies humaines, mais aussi des milliards d'euros. Les enjeux sont colossaux. Comment voyez-vous l'avenir pour ce sujet ? Vous avez raison, Garance, il y a l'air, mais il y a aussi la mer. Un exemple, le gigantisme des paquebots. Ce gigantisme peut faire craindre des coûts énormes en cas d'accident. L'Oasis of the Seas, le plus grand paquebot du monde, son coût de construction s'élève à 1,8 milliard. Plus de 6000 passagers, plus de 2000 membres d'équipage, une petite ville. Imaginez un sinistre total. Le montant à charge des assureurs serait estimé entre 3,7 à 4 milliards de dollars. Vous vous rendez compte ? Oui, c'est fou, c'est vraiment énorme. Et il y a aussi dans le transport, si on y revient, l'espace, avec l'assurance de toute la chaîne concernant le lancement des satellites. Et il y en a plus de 2000 en orbite actuellement. D'accord. Mais plus près de nous, de notre quotidien, il y a ces nouveaux engins de mobilité. Vous vous souvenez, la voiture sans conducteur, le premier accident mortel, c'était en mars 2018 aux États-Unis. Oui, et puis il y a les trottinettes aussi. J'ai entendu qu'il y avait un homme en trottinette qui avait été percuté par un bus il n'y a pas longtemps. Et il est mort. Malheureusement, il y a des décès très fréquents. Ces nouveaux modes de transport, les trottinettes électriques, les overboards, les gyropodes, les monoroues, les draisiennes, ces nouveaux véhicules individuels électriques remplissent nos villes et parfois nos trottoirs et donc augmentent aussi significativement le nombre d'accidents de transport avec toutes leurs conséquences. Ouais. En 2021, la sécurité routière a estimé à 22 décès et 6000 fractures aux urgences. Il faut vraiment être assuré pour l'utilisation de ces nouveaux modes de transport qui remplissent nos villes. Merci beaucoup Bertrand, et à bientôt j'espère. De rien, Garance. Merci, à très vite, au revoir. Il est très bon ce Bertrand. Bon, je crois que c'est pas mal. Garance se prépare à rappeler Léa. Mais la main qui guide la souris de son ordinateur se dirige vers une vidéo. La catastrophe ferroviaire, près de Saint-Jacques-de-Compostelle, un train à grande vitesse a déraillé, faisant au moins 78 morts. Ça assure, un podcast proposé par l'Assurance en Mouvement et AGA. Dans notre prochain épisode, découvrez l'assurance retraite.